Bonjour, ici Marc Vachon. Bienvenue à ce nouveau balado sur le stress. Je suis en compagnie de Marie Berruet. Bonjour Marie. Bonjour. On a parlé la dernière fois des croyances paralysantes. On a dit qu'on s'attarderait un petit peu plus aujourd'hui aux croyances qui nous aident. On peut peut-être d'abord regarder ensemble ou donner des exemples ensemble de croyances qui sont intéressantes à développer par rapport à la gestion du stress. Est-ce que, tu te rappelles, on a parlé de croyances globales, on a parlé de croyances particulières sur ses capacités, puis on a parlé aussi de règles, des règles qui nous aident pas, qui nous facilitent pas la tâche. Alors, si tu avais à donner des croyances qu'on va retrouver le plus chez les gens qui passent plus facilement à travers les situations de changement, entre autres, qu'est-ce que tu dirais? Bien, il y a beaucoup toutes les croyances qui sont rattachées à l'estime de soi. OK. Par exemple, on peut peut-être en nommer quelques-unes. Quelqu'un qui va dire, par exemple, j'ai tout ce qu'il faut pour passer à travers n'importe quelle épreuve, ben c'est une personne qui fait sûrement référence à des moments dans le passé où est-ce qu'elle a déjà traversé des épreuves, puis elle décide de croire dans ses ressources. Les ressources sont là, il y a juste à les contacter. Dans le fond, elle s'appuie sur des références, comme on disait, dans le dernier balado, de choses qui appuient dans le passé cette croyance-là. Il faudrait peut-être se rappeler qu'une croyance, elle n'a pas à être vraie ou à être fausse. Hein? Une croyance, c'est une certitude qu'on a sur soi, sur les gens, sur les choses, sur les événements. Cette certitude-là nous met dans un état d'esprit qui est aidant dans le cas des croyances dont on parle aujourd'hui. Et cet état d'esprit-là, bien, on va entraîner une attitude puis un comportement à l'avenant, si on peut dire. OK. Alors, de croire, par exemple, un autre exemple... Que peu importe ce qui arrive, il y a quelque chose de bon à en tirer, par exemple. On va entendre ça souvent. Les gens vont dire... Beaucoup de gens ont cette croyance-là. Ouais. Puis c'est une très, très bonne croyance. C'est qui fait que, un événement va m'arriver, une épreuve... Elle va servir à quelque chose, cette épreuve-là. Même si je crois ça, ça ne veut pas dire que lorsque l'épreuve arrive ou que la chose difficile arrive, que tout de suite, je vais me dire il y a quelque chose de bon à en tirer. Hein? Ah, c'est évident. C'est sûr que si c'est une banalité, ça va venir plus vite. Dans le cas d'une épreuve très sévère, je pense par exemple à des gens qui ont perdu un enfant, des gens qui ont passé au feu, quelqu'un qui perd son emploi. Effectivement, c'est pas la journée que ça arrive là, qu'on va crier « Youpi, voilà un apprentissage à l'horizon ». Pour moi, non, c'est pas ça. Quelle bonne nouvelle, je vais apprendre quelque chose. Mais quelqu'un qui entretient de façon générale une croyance comme ça, on va dire que c'est une personne qui est résiliente. Alors, c'est une personne qui, tôt ou tard, va rebondir, mais plutôt tôt que tard. Contrairement à d'autres qui n'ont pas cette croyance-là. Tout à fait, exactement. Okay. Et il y a une croyance qui, je pense, moi, qu'on devrait tout le monde développer, c'est que on peut, et je pense qu'on en a peut-être déjà parlé, mais je peux peut-être pas empêcher les changements d'arriver, mais je peux peut-être travailler sur ma façon d'y réagir. Ça laisse beaucoup de pouvoir, cette croyance. Ben, c'est ça. Ça redonne le pouvoir à la personne. C'est un petit peu l'image du bateau à voile dont on sert souvent dans nos conférences. Le bateau à voile, ce qu'il propulse, c'est le vent. Ouais. Et on ne peut pas décider de la direction du vent quand on se lève le matin, mais on peut quand même sortir. Ouais. Alors, c'est toute une position de voile qui va faire toute la différence. Exact. C'est sûr que, s'il y a un tsunami, c'est pas certain qu'on va avoir le dessus sur le vent. Mais puis s'il n'y a pas de vent, on peut avoir des problèmes aussi. Mais dans la grande majorité des cas, un bon barreur peut aller où il veut, quelle que soit la direction du vent. Même contre le vent. Oui, puis avec un petit aviron quand il n'y en a pas. Oui, oui. Il y a aussi une croyance, c'est les gens qui croient les choses n'arrivent pas pour rien, un peu dans le même ordre que celle de tantôt. Oui, les choses doivent me servir. Et ce qu'il faut peut-être faire attention quand on a cette croyance-là, c'est de ne pas trop la servir aux gens à qui arrivent des épreuves. C'est facile à dire à quelqu'un, non, tu vas voir,
un jour, tu vas voir qu'il y avait du bon pour toi dans cet événement-là. C'est pas la chose qu'on aime. Il faut peut-être se le dire à soi, mais c'est pas la chose qu'on aime se faire dire. Le respect des émotions de l'autre, tout comme des siennes d'ailleurs, ça fait aussi partie de comment on doit se comporter face à une épreuve. Nier l'épreuve, passer par-dessus, c'est pas certain que c'est une bonne idée. Quand on se casse un bras, c'est sûr qu'on vit à une époque où est-ce qu'on aimerait ça presser sur le bouton et que 15 minutes plus tard, le bras va être réparé. On sait très bien que la nature va prendre au moins 6 semaines. Ouais. Alors, dans le cas des épreuves, il y a un temps normal d'absorption du choc. Qui peut varier quand même, personnellement. Oui. Ça me fait penser à la jeune fille qui me disait que ce qu'elle haïssait le plus se faire dire, elle venait de rompre avec un de ses amis, puis ce qu'elle haïssait le plus se faire dire, c'est la mère des gars n'est pas morte. Alors, elle disait, c'est bien beau, mais moi, je suis pas là. Il y a une belle croyance aussi, qui est probablement un cadeau de naissance. On disait au niveau de l'estime de soi qu'à la naissance, dans le fond, on acquiert la capacité à apprendre dès le départ et qu'on l'a toute notre vie. Et la croyance, c'est si j'ai pas les outils qu'il me faut, je peux peut-être les trouver à quelque part. Il y a quelqu'un qui doit les avoir. Alors, si j'ai pas les outils, je peux peut-être les trouver. Une des croyances qu'on entretient, c'est que tout s'apprend. Oui. Tout s'apprend. C'est sûr qu'il y a des personnes, peut-être, qui ont plus de talent que nous pour les langues étrangères, pour jouer de la guitare à l'oreille. Ouais. Mais tout le monde peut apprendre. Exact. Alors, la même chose pour les croyances, la même chose pour les stratégies pour passer au travers le stress. Qu'est-ce que tu crois de ce qu'on entend souvent, le temps arrange les choses? C'est sûr que si dans ma vie à moi, le temps a souvent arrangé les choses, il y a des occasions où le temps les détériore aussi. Ouais. Quand on a un problème puis qu'on se dit, le temps va arranger les choses. Ce qui est certain et ce qui est peut-être plus aidant, c'est de croire que le temps nous permet d'arranger les choses. Alors, on vient de se donner une marge de manœuvre. C'est une dame dans une conférence qui nous a amené ça à un moment donné. Elle a dit, moi, je préfère beaucoup croire que le temps me permet d'arranger les choses. Donnez-moi du temps et je vais être capable de les arranger. Mais c'est certain que si on n'a pas le temps, des fois, ça ne s'arrange pas tout seul. Puis ça ajoute aussi une dimension qu'il faut que je fasse quelque chose pour m'aider aussi. Oui, ça responsabilise. Il y a une belle croyance aussi que j'aime bien, qu'on va d'ailleurs retrouver chez la plupart des gens qui réussissent des projets, qui réussissent à atteindre des rêves ou qui ont des réussites financières, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. On dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des routes. Ça veut dire, dans le fond, parce que souvent, quand on entreprend quelque chose et que ça ne marche pas, souvent, si on dit c'est un échec, le chemin entre j'ai eu un échec et je suis un échec n'est pas très, très loin, surtout chez les enfants, parfois, qui reviennent de l'école avec des mauvais résultats. Quand ils ont eu des échecs, c'est peut-être important de leur faire sentir que c'est un résultat et qu'ils ont fait pour avoir ce résultat. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce résultat-là? Alors, c'est peut-être ça qu'on peut modifier la prochaine fois pour obtenir un autre résultat. On va souvent dire, si ce que tu fais ne marche pas, essaye autrement. Ouais. C'est certain que tu auras un autre résultat. Edison a fait beaucoup d'essais avant de réussir à avoir la lumière. S'il avait fallu qu'il tire ça au bout de ses bras dès le premier résultat négatif, il ferait noir. Il a, paraît-il, fait 10 000 essais avant de trouver la lampe incandescente. Alors, c'était un homme, sinon patient, du moins flexible. Je pense que, je ne sais pas si c'est peut-être une légende urbaine, mais il aurait dit, j'ai trouvé 9 999 façons de mal faire une lampe incandescente. Il y a, si on s'attaquait maintenant un peu à la façon de défaire des croyances paralysantes, parce que on a beau dire, j'ai telle et telle croyance que j'entretiens, que j'ai pris de mes parents, de mon éducation, peu importe, là, qui sont des conditionnements, mais comment on se défait de tout ça? Et je sais que il y a Albert Ellis, qui est un psychologue décédé maintenant, qui travaillait avec l'approche rationnelle, émotionnelle. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Alors, Albert Ellis, psychologue américain, qui a développé une technique de confrontation. C'est-à-dire confronter les croyances paralysantes qu'on a. Moi, j'appelle ça
j'appelle ça, moi, faire l'avocat de la défense, dans le fond, développer en soi un allié qui vient nous défendre. Alors, si on donnait un exemple, si on prenait la croyance très mauvaise pour l'estime de soi, des gens qui disent qu'il faut que je plaise à toutes les personnes que je côtoie, il faut que je plaise à tout le monde. Quelle est la confrontation qu'on pourrait faire à cette croyance-là? Bien, ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est certain que c'est agréable de plaire. Oui. C'est sûrement agréable de plaire, mais est-ce que c'est essentiel? Mm-hmm. Alors, on peut parfaitement survivre au fait de déplaire à quelqu'un. D'autant plus que dans notre vie à nous, on peut peut-être se rendre compte que tout le monde ne nous plaît pas non plus. Exact. C'est une réalité. Et ça ne les tue pas lorsque... ça les tue pas. Puis peut-être se poser la question aussi, qu'est-ce qui risque de m'arriver si je ne plais pas à telle personne? Ouais. Quelle est la pire chose qui peut m'arriver si je ne plais pas? Au pire, souvent, c'est pas la fin du monde. Non, là. Exact. C'est pas la fin du monde. Et puis dans le fond, la vraie question que tu dis, c'est faut-il vraiment plaire à tout le monde? Et à soi aussi. Et à soi. et dans les croyances, c'est souvent des généralisations qu'il faut casser. Hein? Quand on dit personne m'aime, tout le monde fait ça, il m'arrive jamais rien d'intéressant, etc. C'est des grandes généralisations qu'il faut casser. C'est ça. C'est tellement des automatismes. Hein? C'est sûr que la première condition, je vous dirais, ce serait d'être conscient, qu'on entretient une croyance qui nous aide pas. D'en devenir conscient. Puis comme c'est une généralisation qu'on a fait, il faut qu'on ébranle ça parce que c'est basé sur des centaines et des centaines de fois où elle s'est vérifiée. Alors, il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est arrivé des fois aussi dans ma vie où j'ai pas plu à tout le monde, puis j'en suis pas mort. Exact. Alors là, on va en trouver, c'est certain. Et en trouvant, ça ébranle cette croyance-là. Dans le fond, se demander qu'est-ce qu'il y a de ridicule dans cette croyance-là, parce que c'est clair, un peu... c'est clair. Bon. Mais c'est ça, il faut être conscient et se poser la question, effectivement. Le coût aussi qu'une croyance comme ça peut engendrer. Si je m'oblige à plaire à tout le monde, qu'est-ce que ça va me coûter? Exact. Il va falloir que je me marche dessus, il va falloir que je me nie à certains moments donnés, il va falloir que je me taise alors que j'ai envie de crier ou de dire ce que je pense. Alors, le coût peut être très, très élevé à long terme, là, d'entretenir une croyance comme ça. Si on regardait maintenant la croyance, il faut absolument que je réussisse tout ce que j'entreprends, que je sois compétent, adéquat, puis pour être valable aux yeux des autres. Je pense aux gens qui, par exemple, ont aussi la croyance... pour qu'on m'aime, faut que je rende service à tout le monde. Ouais. Mais ça, c'est basé, avant de dire quoi que ce soit par rapport à la croyance, je trouve que dans une phrase comme ça, il y a un grand manque d'estime de soi. Ouais. On base beaucoup de gens basent leur estime de soi sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils disent, alors qu'on a une valeur comme personne indépendamment de tout ça. Mais on a appris à donner du rendement. Alors, puis tout le système est fait pour que si ta valeur se mesure au rendement que tu as eu, au rendement scolaire, au rendement au travail au aussi. Travail partout. Ouais. Alors croire que pour être valable aux yeux des autres, il faut absolument que je réussisse ce que j'entreprends. Quelle est la confrontation qu'on peut faire? Dans le fond, c'est croire que pour être valable aux yeux des autres, il faut que je sois parfait. Ouais. Tu sais, rationnellement, si on se sert un peu de sa logique, là, et si on sort des idées irréalistes, on se rend compte que faire une erreur, là encore, c'est pas la fin du monde. Ouais. Et tout le monde fait des erreurs. Je suis du monde. Je devrais normalement avoir le droit à l'erreur. Il y a même des gens qui sont venus au monde à la suite d'une erreur. Bon, on va se dire entre nous qu'il y a des erreurs que c'est peut-être mieux de ne pas faire. Là. Ouais. Alors, si je suis un médecin chirurgien et que j'opère, c'est peut-être mieux de ne pas trop en faire. Oui, c'est ça, d'opérer. Mais c'est rare qu'il y ait mort d'homme lorsqu'on fait une erreur. C'est Guillaume le Métivierge qui disait que... Qui est un acteur. Il est un acteur très connu, qui réussit bien et qui, un jour, s'est rendu compte qu'il était tellement stressé avant une entrevue que ça le rendait malade. Puis à un moment donné, il s'est dit, mon Dieu, il n'y a personne qui va mourir ici ce soir. J'opère pas personne. Le pire qui peut m'arriver, c'est que je fasse un fou de moi. Puis, et quoi? C'est pas grave. C'est ça. J'en mourrai pas. J'en mourrai pas. Alors, c'est normal de faire des erreurs. Puis est-ce que c'est pas par les erreurs qu'on apprend? En plus. Dans le fond. En plus. Je pense à beaucoup d'importance qu'on donne à la performance ces années-ci, puis beaucoup de gens qui arrivent dans les milieux de travail, des jeunes, entre autres, qui
ils ne seront pas parfaits en partant. Là, c'est évident. Et souvent, mais c'est avec les erreurs qu'ils vont faire. Il y a un piège dans l'excellence puis dans la performance. Ouais. Oui, visons l'excellence, mais en même temps, permettons-nous d'être humains. Il y a, on peut peut-être dire que dans notre livre, Oser changer, mettre le cap sur les rêves, on a un chapitre, le chapitre 4, qui porte au complet sur les croyances et dans lequel on propose une démarche très détaillée avec des bonnes questions, parce que c'est souvent par des questions qu'on peut ébranler des croyances, mais on pourrait peut-être quand même, sans s'étendre trop longtemps, parce que ça fait l'objet d'un chapitre assez long, parler d'une façon d'ébranler une croyance. On disait tantôt, par exemple, demander qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de ridicule dans ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se servir ce qu'on fait des fois, du passé, du présent et de l'avenir? C'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce qui m'en a coûté dans le passé de croire ça. Par exemple, si je crois que je suis né pour un petit pain, ça se peut que ça m'ait coûté des choses dans le passé de croire ça, de ne pas pas saisir les opportunités qui se présentaient parce que je me disais, regarde, c'est pas pour moi, etc. Et aller chercher vraiment... toutes les fois où, dans le passé, j'ai manqué quelque chose à cause de cette croyance-là. Alors ça, c'est servir du passé. Servir du présent, ça serait quoi? Ça serait voir qu'est-ce qui m'en coûte actuellement dans ma vie. D'entretenir une croyance telle. Cette croyance-là. Puis moi, je dis souvent, beurre, raisin, épais, en bon québécois. Mettez-en plus que ce que ça vous en coûte, et finalement voir qu'est-ce qui va m'en coûter dans l'avenir de continuer à entretenir cette croyance-là. Utiliser la souffrance du cerveau pour se rendre compte qu'on se sert pas bien d'entretenir une croyance comme ça. Puis en plus, on est un très mauvais modèle pour ses enfants, parce que les croyances, ça s'acquiert beaucoup de père et de mère en fils et en fille. Alors, ça s'établit, et sur des générations, des fois, on va passer des croyances comme ça aux autres. Exact. Quand on dit qu'est-ce qui va m'en coûter et qu'est-ce qu'il m'en a coûté, il faudrait aussi regarder que ce soit à tous les niveaux, émotionnellement beaucoup. Le coût émotionnel de croyances paralysantes est très élevé, socialement aussi en termes de rapport avec les autres, intellectuellement et on pourrait même dire financièrement, qu'est-ce qui m'en a coûté. Et spirituellement. Et spirituellement, finalement. Il faut dire peut-être que c'est très difficile de se défaire d'une croyance paralysante, comme c'est très difficile d'acquérir une croyance aidante, pour ne pas tomber bébêtement dans la pensée positive, magique, la pensée positive. Mais ça se fait. Alors, dans le livre, comme tu le soulignais, d'abord, on dit que c'est pas nécessaire d'aller voir un thérapeute pour faire ce travail-là, quoique ça peut accélérer le processus parfois. On peut très bien le faire soi-même, mais ça va demander des efforts, ça va demander de la pratique, mais c'est quelque chose qui est plus facile que d'apprendre à nager. Là. Exact. Dans le fond, dans le livre, on a développé l'image de développer en soi son allié. Face à ces croyances-là. Et notre allié en nous, un peu comme un parent va le faire pour un enfant qui se fait bousculer, il va en prendre la défense. Alors, qu'est-ce que mon allié pourrait me dire pour me défendre? Pour m'aider. Pour devenir son propre avocat de la défense. On peut peut-être terminer en insistant un petit peu sur, dans les croyances, tout l'aspect généralisation dans une croyance. C'est un peu pareil dans les préjugés, quand on dit tous les gens de telle race sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, les hommes sont tous comme ça. Dans le fond, c'est une généralisation, c'est quelque chose, un peu comme un enfant qui revient de l'école puis qui dit « personne m'aime ». Personne m'aime. Pour lui, à ce moment-là, il faut bien comprendre que s'il dit ça, il le vit comme ça aussi. Même si on lui dit « non, moi je t'aime », pour lui, alors il faut casser cette généralisation-là. Dans le fond, on le casse par une question en lui demandant est-ce qu'il y a vraiment personne qui t'aime? Trouver l'exception. Trouver l'exception. Oui. Exact. Quand on dit tout le monde va penser que, est-ce que vraiment tout le monde va penser ça? Ou quand on dit les mots jamais, toujours. Alors, dans le fond, la façon de casser, c'est toujours de poser une question en reprenant la généralisation. Est-ce que c'est vraiment toujours comme ça? Est-ce que c'est vraiment jamais? Est-ce que c'est vraiment tout le monde qui est comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment... rien. Tu sais, quand on dit rien, il n'y a jamais rien d'intéressant qui m'arrive. Est-ce que s'il y a vraiment jamais... Oui, il y en a deux là-dedans. Jamais rien qui t'arrive, tu sais.
Et bon, quelqu'un peut le faire pour quelqu'un d'autre là-dessus, mais c'est encore soi-même qui peut le faire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une approche plus cognitive, hein, parce que ça se passe... c'est ça, on est des êtres d'émotion, mais on a aussi une intelligence, puis normalement... on devrait s'en servir pour sortir de ces cercles vicieux-là. Puis dès qu'on a trouvé des exceptions, que ce soit dans un passé lointain ou plus récent, déjà, on ébranle un peu cette grande généralisation. Personne m'aime, personne... je suis important pour personne. Et déjà, on sème des graines pour développer des croyances qui sont plus aidantes. Pas nécessairement l'inverse. Hein. Parfois, on va penser que, il faut que j'acquière la croyance diamétralement opposée. Pas nécessairement. Dans le fond, la croyance diamétralement opposée, ce serait tout le monde m'aime. C'est pas mieux. Non, c'est ça. Tu risques d'avoir des exceptions aussi. Oui, des exceptions aussi. Mais c'est important d'en trouver peut-être une ou deux ou trois qui nous inspirent, de travailler à les acquérir en leur donnant des références. Alors, s'il y a une croyance que vous trouvez particulièrement stimulante, par exemple, les choses n'arrivent pas pour rien, elles doivent me servir, on pourrait se demander, est-ce que c'est arrivé dans le passé, qu'il me soit arrivé quelque chose de pas agréable sur le coup, mais que finalement, c'était peut-être une bonne chose qui me soit arrivée. Une fois, 2 fois, 3 fois, là, je viens déjà d'éveiller ma conscience pour faire de la place pour cette croyance-là. Elle va être plus facile à acquérir qu'une pensée magique qui est juste collée comme ça, puis qui n'est pas basé sur rien. La pensée magique, des fois, ça peut faire boum, tout d'un coup, on se dit « j'ai plus cette croyance-là », mais souvent, les occasions viennent et on retombe dans les mêmes ornières. C'est quand c'est difficile que les vieux patterns vont remonter à la surface. Alors tout ça, c'est quand on lit un livre comme ça ou quand on écoute un discours comme ça, on trouve ça intéressant, on est acheteur, on décide que oui, ça me plaît, mais c'est la journée que nous arrive une épreuve que l'on se rend compte que, oups, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire qu'à dire, mais ça s'acquiert. Et peut-être quand ça arrive, remonter dans le passé, voir des épreuves qu'on a eues, où on a passé et survécu et passé à travers, puis voir qu'est-ce qui m'a permis à ce moment-là de passer à travers. C'est ça, trouver les ressources. Mais cette approche est nettement, comme tu disais, plus rationnelle, finalement. C'est pour ça qu'Ellis appelait ça l'approche rationnelle émotionnelle. Finalement, c'est une approche qu'on peut difficilement faire. Je dirais que c'est très relié au développement de notre cortex, le néocortex, finalement, parce que, ça demande de réfléchir, ça demande de penser, et peut-être les jeunes enfants, on peut peut-être les aider à le faire, mais c'est quelque chose qui se développe. On sait que l'intelligence se développe sur à peu près 15-16 ans. L'intelligence se développe toujours, mais la capacité de réfléchir d'une façon adulte, là, ça prend au moins 15-16 ans à se développer. Alors, on ne peut pas demander à des enfants ni à des jeunes adolescents d'avoir cette capacité-là toute prête. Là. C'est pour ça, des fois, qu'il y a un psychiatre américain, dont j'oublie le nom, qui a écrit un livre formidable d'ailleurs qui s'appelle « Mon ado me rend fou ». Il dit que les adolescents, faudrait pas leur dire, mais jusqu'à l'âge de 14, 15, 16 ans, ils sont des traumatisés crâniens temporaires. Traumatisés crâniens temporaires. C'est tout un diagnostic. Mais en même temps, c'est très un bon livre. Hein? C'est un très bon livre qui aide les parents à comprendre pourquoi un adolescent, c'est tellement égocentrique encore et tellement pas logique et pas stratégique. On mettra d'ailleurs, on ne l'a pas sous la main, mais on mettra la référence sur le document d'accompagnement. Très bonne pour idée. Ceux qui très bonne idée. Je le conseille à tout le monde. Et cachez-le sous votre oreiller. Ah ouais, c'est Marie, merci. Peut-être en terminant, dire encore aux gens que s'ils veulent télécharger le document d'accompagnement, ils peuvent le faire sur le site. C'est toujours à la même adresse, osechanger.com/balado, BALADO. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.